Oui, avec vous. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la République a regagné la capitale après avoir participé au 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. Et l'Organisation des Nations Unies demande à la Jordanie l'ouverture de sa frontière. Voilà donc les différents points qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donc regagné hier soir la capitale au terme de sa participation au 31e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a eu lieu du 1er au 2 juillet à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Au cours de cette rencontre, les dirigeants africains ont débattu des questions relatives à l'intégration économique, à la promotion de la paix et de la sécurité, de la mise au pas de la corruption, des sujets qui constituent des objectifs primordiaux de l'action du gouvernement djiboutien. Le chef de l'État est intervenu à ce sommet pour exprimer sa vision et ses espérances. Le président Guelleh s'est déclaré partisan d'une Afrique pacifiée étant parvenu à assurer son développement économique et où il fait bon vivre. Il a exprimé son souci de voir partout primer le dialogue pour résoudre toutes les difficultés, avisant que l'extrémisme et la violence ne sont pas des solutions. En matière de coopération, le chef de l'État a précisé qu'il est en faveur d'un partenariat économique gagnant-gagnant, faisant du développement des infrastructures de base une priorité. Et outre sa participation au sommet, le président Guelleh a eu une série d'entretiens avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président du pays hôte, Mohamed Ould Abdelaziz, et le président équato-guinéen Teodoro Obiang. Il y eut aussi un entretien en aparté avec l'ex-premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de l'Habitat Moussa Mohamed ont accompagné donc le président de la République dans le cadre de ses déplacements en Mauritanie. À noter également la présence au sein de la délégation de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah. Et les journalistes accompagnant cette délégation à Nouakchott ont pu interviewer le chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, sur le bilan de cette rencontre au sommet. On l'écoute. Les travaux du 31e sommet de l'Union africaine est en train de se terminer. Aujourd'hui, les questions de paix et de sécurité ont été donc tablées pour les délibérations. Hier, la question de la lutte contre la corruption a également pris une grande partie des heures de délibération que le 31e sommet a pu donc avoir. La question de la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange, a également été débattue par les chefs d'État. Le président de la République a, lui, prononcé un discours relatif à ces deux points, le point sur la ZLECA et celui de la position commune africaine vis-à-vis des négociations qui vont débuter au mois d'août dans le cadre du partenariat ACP-UE. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union africaine a pu avancer sur les questions de paix surtout, sur un certain nombre de dossiers, notamment la question du Sud-Soudan, la baisse de tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les propositions de dialogue qui sont faites des deux côtés. Il y a la question de la Libye qui reste encore une question pendante, mais je crois qu'il y a des propositions. Le Haut Comité de l'Union africaine chargé de la question de la Libye, présidé par le président Sassou Nguesso de Congo, a fait un rapport donc au Conseil de paix et de sécurité, rapport qui a été également soumis à l'Assemblée des chefs d'État. Des discussions et des délibérations également sont actuellement en cours sur ce dossier. Globalement, le sommet de Mauritanie aura fait avancer deux grandes questions importantes. Celle de la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange, où déjà un certain nombre de pays ont déposé les instruments de ratification de ce traité, et la question de la lutte contre la corruption. Cette question également a fait l'objet de débats et de discussions, et surtout, à l'issue de ces délibérations, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises pour faire en sorte qu'il y ait un mécanisme de suivi, un mécanisme qui permette la lutte contre la corruption à l'intérieur des États et à celle qui est transnationale. Je crois que l'on a pointé du doigt le rôle des multinationales qui jouent donc ce rôle central dans l'expansion de ce phénomène
qui gangrènent les économies africaines. Enfin, nous avons également, sur le plan de la paix et de la sécurité, évoqué la question de la crise qui oppose Djibouti à l'Érythrée. Et nous avons souhaité que l'Union africaine continue à être saisie de ce dossier pour qu'il y ait une solution acceptable pour les deux parties, à l'instar de ce qui se passe en ce moment entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et nous pensons que notre propre problème avec l'Érythrée ne doit pas être passé sous silence et qu'il fallait maintenant que les prisonniers djiboutiens qui sont toujours détenus en Érythrée soient libérés et que la question de la démarcation de la frontière également puisse être faite rapidement, bien entendu avec l'accord des deux parties et par le biais d'un arbitrage d'une tierce partie, soit la Cour de justice internationale ou d'autres instances qui peuvent, même instances africaines qui peuvent prendre la responsabilité d'avancer sur ce dossier. Voilà globalement un certain nombre de, je dirais, de questions importantes pour le continent jusqu'à ce que le prochain sommet puisse se dérouler à Addis Abeba en janvier 2019. Les différents organes de l'Union vont suivre et mettre en application toutes les résolutions et les décisions qui seront prises donc par les chefs d'État à l'issue de ce 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient actuellement à Nouakchott en Mauritanie. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel a reçu en audience ce mardi une délégation de dirigeants de la société China First Highway Engineering Company. Cette délégation a été introduite chez le Premier ministre par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, l'homme d'affaires djiboutien, Mohamed Hassan Bassouma, accompagné également la délégation chinoise. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation chinoise et a remercié le directeur général adjoint et sa délégation de la visite. Le ministre de l'Équipement et des Transports a salué, le Premier ministre, a salué le professionnalisme et la rapidité avec laquelle la CFHEC a réalisé les travaux de construction de la nouvelle zone franche internationale de 4800 hectares lancée le 16 janvier 2017. Il a souhaité que la société China First lorgne vers les transports terrestres, à l'instar de l'Éthiopie où la CFHEC a pavé plusieurs routes à Addis Abeba, réalisé la construction de l'autoroute reliant Addis Abeba à Nazareth. Surgit au milieu d'une terre d'argile de couleur rouge au niveau du PK23, la zone franche internationale abritera des usines et permettra l'acheminement plus rapide des produits chinois vers le continent africain et vice-versa. Sa réalisation renforcera encore plus notre système commercial, a ajouté le Premier ministre, puisqu'elle confortera, comme l'a souligné le président de la République, le statut de corridor logistique naturel reliant l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe. Elle sera inaugurée donc le 5 juillet prochain sous le patronage du président de la République et permettra la création de milliers d'emplois. Filiale donc de la China Communication Construction Company, la China First Highway Engineering a réalisé au cours des dernières années plusieurs projets de construction dans le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Dans la journée du samedi 30 juin dernier, une importante délégation ministérielle, militaire et artistique conduite par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, s'est rendue à Mogadiscio, la capitale somalienne, pour prendre part à la commémoration du 1er juillet 2018 du 58e anniversaire de l'unification de la Somalie. La délégation a été donc composée du ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf, du général de division Ousmane Ursubaglé, chef d'état-major de la Défense, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major à la défense, de plusieurs officiers supérieurs et de la troupe folklorique Harbiya. Alors arrivé à l'aéroport Ali Adé de Mogadiscio, la délégation djiboutienne a été accueillie par des membres du gouvernement somalien et des hauts gradés militaires et policiers. Et dans la nuit du 30 juin, la délégation a participé aux festivités dédiées à la fête nationale aux côtés du président de la République, Abdullah Mohamed Abdullah Farmajo, du Premier ministre, du président de l'Assemblée, des membres du gouvernement et du peuple somalien. Ces festivités étaient animées par les troupes somaliennes Waberi, Horsed, mais également par la troupe djiboutienne Harbiya. Et le lendemain, dimanche 1er juillet, la délégation djiboutienne a assisté au défilé militaire et civil qui a eu lieu au stade de football Konis. Et en marge des festivités commémorant le 58e anniversaire de la fête nationale somalienne, la délégation djiboutienne a été reçue respectivement par le président de la République et le Premier ministre. Et un
atelier de travail sur le transit et le transport des marchandises entre 3 regroupements régionaux, les pays membres du marché COMESA d'Afrique et de l'Est, ou COMESA de la SADC pour l'Afrique australe et des pays d'Afrique centrale, la EAC, s'est ouvert ce matin à l'hôtel des Acacias. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Équipement et des Transports. Elle a pour principal objectif de faciliter le système de transport et de transit des marchandises entre les pays membres de ces 3 ensembles ou regroupements économiques. Il s'agit d'harmoniser également les règlements et procédures pour faciliter le transport des marchandises par voie routière entre États frontaliers. La réunion a été coprésidée par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports et le secrétaire général du ministère du Commerce. Elle a vu la participation de plusieurs hauts responsables djiboutiens dans l'administration éthiopienne ainsi que des opérateurs du secteur privé. Le transport constitue l'une des priorités de la politique du gouvernement de la République de Djibouti, clairement mentionnée dans la vision stratégique qui est la vision 2035, ainsi que son cadre de mise en œuvre qui est la SCAP. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports a indiqué que l'objectif global de ces 3 ensembles est de faciliter le transport routier et de développer le marché régional. On l'écoute. Donc, de la tripartite, si je me permets de rappeler, et de faciliter le développement d'un marché régional de transport routier plus compétitif, intégré et libéralisé dans la région donc concernée par la tripartite. Aujourd'hui, la tripartite a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques, les lois, les règlements, les procédures et les normes en matière de transport routier, transfrontalier et de transit. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est suite à une étude qui a été faite ici à Djibouti en 2016 pour évaluer à quel point notre pays se situe par rapport aux normes qui ont été convenues au niveau de la tripartite. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé samedi dernier un atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats à l'hôtel Les Acacias également. Cet atelier a vu la participation de plusieurs représentants des ministères concernés, compris donc le ministère de la Santé, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens WARF et celui délégué à la décentralisation. Cette formation s'inscrit donc dans le cadre de l'amélioration et le renforcement des capacités du comité chargé du programme MGF. La gestion axée sur les résultats est une stratégie de gestion dans laquelle tous les acteurs contribuent directement ou indirectement à la réalisation d'un ensemble de résultats concernant les MGF. Chargé des programmes, en particulier le programme MGF, entamé depuis 2008, tout travail de sensibilisation sur le terrain doit avoir un impact mesurable axé sur des résultats. Cette formation vient à point nommé pour renforcer le savoir-faire et les capacités des partenaires et surtout du comité et mieux les outiller sur les activités en matière de résultats, planification et suivi évaluation. Depuis longtemps, ces sensibilisations sur le MGF existent, mais nous n'avons pas de résultats mesurables et palpables. J'espère que cette formation apportera ses fruits. Santé à présent, le centre Dr Chakib Saad de radiologie et de lutte contre la tuberculose est en pleine activité grâce à l'acquisition d'un nouvel appareil radiographique numérique. Les opérations de contrôle s'accélèrent. Cet appareil est entré en service il y a juste une semaine. Cet appareil de radiographie de dernière génération vient renforcer les activités du service et double ses capacités opérationnelles de production en imagerie médicale. Une politique de renforcement des plateaux techniques et de modernisation des équipements médicaux a été mise en place par le ministère de la Santé. Tous les hôpitaux du pays ont doublé leur capacité de prise en charge des malades. Et le docteur Mohamed Ousmane, pneumologue et directeur technique de l'hôpital Chakib Saad, nous a expliqué les avancées enregistrées depuis la mise en service de ce nouvel appareil de radiographie qui, selon lui, a amélioré la qualité et la quantité des prestations spécialisées au sein de cette structure de référence pour la lutte contre les maladies respiratoires. On l'écoute. Notre capacité de diagnostic, notre équipement, par l'acquisition de nouveaux appareils tels qu'un nouvel appareil de radiologie
qui est la modernisation de notre ancien appareil par sa transformation en appareil numérique. Cela a amélioré la qualité de nos radios parce que ici on travaille surtout avec la radiographie thoracique et pour mieux voir le poumon on avait besoin de cette radio numérique avec moins de risques aussi pour le personnel qui travaillait à la radio. Donc avec la rapidité de filtrer et de faire rapidement des radios avec la radio numérique, on a accéléré le temps de passage de patients dans la salle de radio. Et ça nous a permis également de prendre en charge plusieurs patients. Aujourd'hui à l'hôpital Cheikh Ibn Saad, c'est exceptionnel d'avoir des patients à qui on donne des rendez-vous. Et toujours en nouvelle nationale, l'école primaire de Damerjog a été réhabilitée. À cet effet, une cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de Damerjog et des militaires des forces armées françaises stationnées à Djibouti et de la population de Damerjog. Les travaux ont été exécutés par une entreprise locale avec le soutien des forces françaises stationnées à Djibouti ou le FFDJ et de la population de Damerjog. Les forces françaises donc ont réhabilité une salle de classe dans la petite localité de Damerjog à la sortie de Djibouti et non loin de la frontière somalienne. Nous voici réunis aujourd'hui à Damerjog. C'est tout le sens de notre action aujourd'hui, à l'école publique de Damerjog, où nous sommes réunis pour l'inauguration d'une salle de classe entièrement rénovée et équipée, afin d'aider les écoliers à étudier dans les meilleures conditions possibles. La jeunesse est le sourire de l'avenir, disait Victor Hugo. Et je crois que dans ce message et dans cette citation, vous comprenez finalement quelles sont nos priorités et également l'intérêt que ça peut représenter pour l'avenir de Djibouti et la jeunesse. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du sous-préfet de Damerjog qui a remercié les forces françaises pour ce soutien. Aujourd'hui d'être parmi vous à l'occasion de l'inauguration des salles de classe et d'œuvrer de matériel nouveau pour leur ameublement. Cette situation consiste à rénover et à rendre neuf ces salles de classe mérite d'être félicitées solennellement avec enthousiasme. Par ses appuis, l'FDJ contribue au développement de notre région de Damerjog et nous soutient vivement que cette action importante puisse se poursuivre dans le temps. Je suis convaincu que ces relations partenariats vont continuer durablement pour leur consolidation. Le travail est déjà réalisé, est considérable et inscrit dans la bonne direction. La population de la région de Damerjog est satisfaite de votre contribution et vous souhaite la bienvenue. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, direction Tadjoura, avec ses infrastructures portuaires et son nouvel corridor bitumeux, la région de Tadjoura connaît un boom sans précédent pour devenir le deuxième poumon économique du pays. Les activités commerciales se développent rapidement à travers l'ouverture de nouvelles enseignes commerciales qui fleurissent un peu partout dans la ville blanche. La vocation commerciale de la région de Tadjoura prend source dans le programme gouvernemental qui promeut donc et accompagne l'entrepreneuriat des jeunes en soutien aux porteurs de projets qui se sont lancés dans la création d'entreprises individuelles. Fort de ce soutien au plus haut niveau, la jeunesse de Tadjoura a saisi cette opportunité donc, qui s'offre à eux donc, afin de satisfaire les besoins dans les marchés locaux. Et d'après le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, la région de Tadjoura est dans des bonnes dispositions pour retrouver sa renommée d'antan en tant que berceau du commerce séculaire dans la Corne d'Afrique, dans son rôle pivot des échanges commerciaux entre l'Arabie et l'Abyssinie.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Alors, l'ONU, Samatar, demande à la Jordanie d'ouvrir ses frontières aux Syriens. Effectivement, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont exhorté aujourd'hui la Jordanie à ouvrir ses frontières aux Syriens, cherchant à fuir les combats en cours dans la province de Dera. Les Nations Unies évaluent hier à 270 000 le nombre de personnes déplacées par les combats dans cette province du sud-ouest de la Syrie, limitrophe de la Jordanie, alors même que Amman déclarait ces derniers jours qu'elle ne permettait pas l'entrée des réfugiés sur son sol. Et toujours d'actualité internationale, les États-Unis, Samatar, disent avoir déjoué un attentat djihadiste qui était prévu pour demain à 4 juillet. Effectivement, Ahmed, la police fédérale américaine ont annoncé plutôt hier l'arrestation d'un homme proche du réseau Al-Qaïda suspecté de planifier un attentat en Cleveland le 4 juillet pour la fête nationale des États-Unis. Demetrius Nathaniel Pitts, un Américain de 48 ans, a déclaré à un agent infiltré du FBI qu'il voulait tuer des militaires et leurs familles à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs à Cleveland, ville de l'État de l'Ohio. Le suspect, qui se fait également appeler Abdurrahim Rafiq, a été interpellé et écroué dimanche dernier. Il a été inculpé de soutien à une organisation terroriste et en cours à 20 ans de réclusion. Et encore de l'actualité, le nouveau président mexicain tend la main à Donald Trump. Effectivement, Ahmed, outre ramener la paix sociale dans son pays et faire reculer la pauvreté au Mexique, un autre défi attend le tout nouveau président mexicain, renouer le dialogue avec Washington, immigration, sécurité, accord de libre-échange, l'ALEA. Les sujets de discorde sont nombreux. Dès le lendemain, Ahmed, son écrasante victoire, Andrés Manuel López a donc sémé les graines d'une future relation plus apaisée avec les États-Unis. Donald Trump semble confiant et reste que Obrador a été élu principalement sur une promesse, tenir bon face aux pressions de Donald Trump en matière de commerce et d'immigration, Ahmed. Et enfin, nous allons parler de sport. Le Belgique et le Brésil, qui ont reporté donc leurs matchs respectifs, fêtent donc leur accession en quart de finale du mondial. Effectivement, l'ambiance était électrique dans les rues de Rio après la qualification du Brésil pour les quarts de finale du mondial. 2-0 contre le Mexique. Tout le pays vibre au rythme du football, de la samba, unis derrière la Seleção dans sa quête d'une coupe, de 6e coupe du monde. Les Belges ont eux aussi laissé éclater leur joie après avoir retenu les souffles jusqu'à la dernière minute lors de la rencontre des Diables Rouges contre le Japon. Victoire 3-2 sur les fils. Les Belges et les Brésiliens sont désormais rendez-vous en quart de finale. Le match est programmé vendredi à 21h heure locale. Ahmed. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.